Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, 10h30, midi et demi, 2h. Parlons Vrai chez Bourdin, c'est un plaisir, vous le savez. On se retrouve et on parle de l'actualité tous ensemble. Vos témoignages sont importants, 0826 300 300. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. De quoi allons-nous parler évidemment? De la réforme des retraites. Dernier jour de débat à l'Assemblée nationale. Peut-être, nous verrons. Le projet sera-t-il soumis au vote? Peut-être, nous verrons. Vote ou pas, le texte va partir au Sénat. Invité Aurélien Pradié, dans un instant vice-président LR, l'homme qui fait trembler la majorité. À 12h05, Yvan Récordeau, qui est numéro 2 de la CFDT. La CFDT qui demande aux députés d'accélérer maintenant et de voter. La CFDT qui n'appelle pas à une grève reconductible le 7 mars. Nous verrons quelle est la position de la CFDT ce matin. Est-ce qu'elle a évolué ou pas? De quoi allons-nous parler encore? Des mineurs étrangers. Près de 5000 mineurs étrangers sont entrés clandestinement dans les Alpes-Maritimes en 2022. Depuis janvier, les mineurs étrangers sont toujours aussi nombreux à arriver. Les dispositifs d'aide sociale sont débordés. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sera avec nous à 10h45. Et puis 178 kilos de cocaïne saisis dans la coque d'un cargo à Brest, 180 kilos saisis à Lorient la semaine dernière. Les trafics de stupéfiants sont en hausse. La cocaïne, une drogue banalisée. 11h midi, débat sur les consommations de drogue avec nos invités. La narcodépendance gagne les pays les plus développés. Nous ferons le point tout à l'heure dans notre débat entre 11h et midi. Dans quel monde vit-on? C'est un triste record pour l'Antarctique. Pour la deuxième année consécutive, la banquise a battu un nouveau record de fonte. Félix Mathieu. Oui, 1 091 000 km² de glace au-dessus du pôle Sud, selon les dernières mesures il y a quelques jours, soit l'étendue la plus faible jamais enregistrée depuis le début des mesures satellites. En 1978, le précédent record date d'il y a seulement un an, quand la surface de glace sur l'Antarctique était passée pour la première fois sous la barre des 2 millions de km². La situation est encore pire sur le pôle Nord, dans la mesure où, au plus fort de l'été, la couche minimale de glace fond encore plus vite sur l'Arctique et au Groenland. Pour autant, cette fonte de l'Antarctique au sud reste très inquiétante. La banquise protège la calotte glaciaire constituée d'eau douce. Si cette calotte glaciaire est exposée aux vagues et aux vents chauds, alors elle pourrait fondre à son tour et faire monter le niveau des mers. Par ailleurs, la surface blanche de ces kilomètres carrés de banquise réfléchit la lumière du soleil. Alors si elles font, cela va aggraver la montée de la température et donc le niveau des mers. Il est 10h33. Merci d'être avec nous. Aurélien Pradié, bonjour. Avec plaisir, bonjour. Bonjour Aurélien Pradié, vous êtes vice-président LR. On vous entend beaucoup à l'Assemblée nationale. Je vais revenir sur le petit mot que vous avez adressé à Olivier Dussopt. Mais l'important, ce sont ces débats. Dernière journée jusqu'à minuit ce soir. Ensuite, il y aura débat et vote autour de la motion de censure du Rassemblement national. Mais est-ce que vous souhaitez que les débats se poursuivent au-delà de ce soir minuit? Minuit, c'est une demande, par exemple, des députés de la France Insoumise. Je pourrais le souhaiter, mais c'est impossible. C'est impossible parce que le gouvernement... 3-4 jours, apparemment, constitutionnellement, ce serait acceptable. Mais 3-4 jours ne suffiraient pas de toute manière. Le fond du problème, l'origine du problème, c'est le choix tactique du gouvernement d'utiliser un artifice, au fond, qui est permis par la Constitution, mais qui est le fameux article 47.1, oui, qui fait que ce projet de loi pour la première fois de retraite n'est pas porté comme un projet de loi en soi, mais est porté comme un projet de loi rectificatif du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors ça paraît un peu compliqué, mais dans la Constitution, ça permet une chose, c'est de limiter le temps du débat. Et vous savez, le gouvernement, depuis le début, le sait. D'ailleurs, s'ils ont fait ce choix constitutionnel, c'est pour limiter les temps du débat. Et donc, même si nous gagnons 3-4 jours, ce qui est, à mon avis, tout à fait impossible d'un point de vue constitutionnel, nous n'arriverions pas au bout du texte, mais je le souhaiterais. Je souhaiterais que nous ayons un vote. Il y en aura un, de toute façon, au final, sauf s'il y a un 49.3, après que le Sénat ait examiné le texte à l'Assemblée nationale. Voilà, parce que le texte ce soir, à minuit, s'il n'y a pas de vote, de toute façon, le texte va partir au Sénat. Il repart au Sénat, examiné au Sénat, dans sa version initiale. Qui statuera en 15 jours. C'est ce que dit la loi.
15 jours. L'Assemblée nationale avec un Oui. jour, le Sénat en a moins, la moitié. Des jours à venir, ils ont une semaine en réalité. Une semaine. Oui, une semaine pour le faire. Mais il y a un 50 temps jours au global. total. C'est ça, c'est 50 jours au total, en effet, plus pour l'Assemblée nationale, puisqu'on a le dernier mot à l'Assemblée nationale, et le texte reviendra à l'Assemblée à la fin. S'il n'y a pas de vote, la loi sera appliquée par ordonnance, qui serait une première d'ailleurs sous la Ve République. S'il n'y a pas de vote final, elle peut être en effet appliquée par ordonnance. Sur une réforme des retraites, ce serait absolument fou, je le dis comme je le pense. Vous savez, on s'habitue beaucoup à des modes dégradés d'exercice de notre démocratie. Tout ça, c'est pas l'exercice naturel de notre démocratie. Alors c'est vrai que c'est permis par la Constitution, et je n'ai pas de débat sur cela. Oui. Mais enfin, quand même, une réforme des retraites, on doit la faire adopter vraiment en faisant Mais fonctionner dites-moi, après la il y a une démocratie. hypocrisie de tous les côtés, parce que c'est vrai que le gouvernement a limité volontairement la durée des débats. C'est vrai aussi que certaines oppositions déposaient tellement d'amendements qu'il était impossible de débattre de la loi dans le temps imparti. Donc il y a hypocrisie de tous les côtés. Mais bien Franchement, sûr. Aurélien Pradier, Bien sûr, dans mais cette affaire. chacun est l'idiot Oui. utile de l'autre. Et vous le voyez à l'Assemblée nationale, vous avez la France insoumise qui passe l'essentiel de son temps à ralentir les débats. Et aujourd'hui, on voit que la Macronie elle-même ralentit les débats. Ça fait 3 jours qu'ils font tourner la moulinette pour que ça prenne du temps. Les insoumis sont devenus les idiots utiles du gouvernement et la Macronie est devenue les idiots utiles de la France insoumise. Tout ça, ça arrange beaucoup de monde en réalité. Bien. Est-ce qu'il y aura un vote, selon vous, de l'article 7 avant ce soir minuit? Je ne vois pas comment il peut y en avoir un. Tout à l'heure, j'ai quitté l'Assemblée nationale. Nous étions encore à quelques milliers d'amendements avant même d'arriver au tout début de l'article 7. Nous allons finir la première partie. Il y a 2 parties dans ce texte, une partie dépenses et une partie recettes. On en est encore loin. Donc non, je ne vois pas comment il peut y avoir un vote d'ici minuit. Vous avez raison de dire qu'il y a quand même une vaste hypocrisie et tout le monde se raconte des histoires. Encore hier soir, le gouvernement disait à la France insoumise, il faut accélérer, mais eux-mêmes ralentissaient les débats. Et je dis vraiment au gouvernement, attention. Ne jouez pas avec le feu. N'imaginez pas que, à force de passer en douce, de trouver des petites portes de sortie, vous allez faire accepter une réforme aussi difficile aux Français. Sur une réforme des retraites, on doit faire tourner à plein la démocratie. S'il y a des failles, alors je pense qu'un jour ou l'autre, on les paiera. Aujourd'hui, vous votez ou pas cette réforme? Les choses ne sont pas claires. Moi, j'ai mené un combat depuis le début. Mais oui, je suis je passé sais. un peu pour quelqu'un de jusqu'au bout. Sur les carrières longues. Sur les carrières longues. Et on a avancé. Comme quoi, il Oui. fallait bien mener la bataille. Beaucoup m'ont dit qu'il fallait que j'arrête. C'était bien que je continue à mener la bataille. Et il y a un problème de clarté. Nous avons compris mardi que la Première ministre avançait sur ceux qui ont commencé à 17 ans. Bon, pour être clair, quand vous avez commencé avant 21 ans, désormais, avec les annonces du gouvernement, que vous êtes en carrière longue, vous pouvez partir avant l'âge légal de départ à la retraite. Sauf que certains vont faire 44 annuités et d'autres 43. Donc, si vous avez commencé à 14 ans, vous faites 44 ans. Si vous avez commencé à 15, vous faites 43. Si vous avez commencé à 16, vous faites 44, Oui. etc., etc. Etc. Donc on a un problème Vous sur les 14 ans. vous demandez 43 ans pour tout le Mais monde? bien sûr, mais de toute façon c'est évident. Moi je l'ai dit au gouvernement, j'ai dit Oui. ne cherchez pas à chaque fois à jouer au poker avec les Français. Comment expliquer que celui qui a commencé à 16 ans va faire 1 an de plus que celui qui a commencé à 17 ans? C'est n'importe quoi. Donc, que la Première ministre clarifie, et j'ai dit clairement que si ces mesures-là étaient dans le texte, si on avait Si c'est une avancée... 43 ans pour tous avant 21 ans, début de l'entrée sur le marché du travail, vous votez la réforme. J'ai toujours dit ça. Ma parole, elle est très claire. On a pu la contester parfois, mais j'ai été très clair depuis le début. Sauf qu'on n'y est pas encore Sinon, aujourd'hui. vous ne la votez pas. Bien sûr, c'est très clair. Et j'ai dit que si cet engagement n'était Mais pas vous tenu, je abstenez m'opposerais. ou vous ne votez pas? Non, je voterai contre. Vous votez savez, contre. sur un texte comme ça, je pense qu'il faut être, il Oui. faut être très clair. Alors après, on n'est pas au bout des débats. Je ne sais pas ce qui va ressortir du Sénat. Ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être pas Oui, vrai bien demain. sûr. Il peut y avoir d'autres évolutions. Et puis, je ne sais pas comment le gouvernement va évoluer aussi avec le pays. Parce que pour l'instant, il y a un débat parlementaire. Enfin, un débat parlementaire, une agitation parlementaire. Mais il va aussi falloir que le gouvernement discute avec les syndicats et qu'il avance. À propos des syndicats, vous savez ce que j'ai entendu dans la bouche du président de la CFTC? C'est lamentable ce qui se passe au Parlement. Il a Voilà ce raison. qu'il dit. Il a raison. Et moi, je pense C'est que lamentable ce qui se bien passe au sûr que c'est Parlement. lamentable. Le spectacle qui est donné est absolument épouvantable. On a des batailles à mener lorsqu'on est député. C'est normal qu'il y ait du tempérament, qu'il y ait de la force de caractère. Sinon, on serait pas à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, tout ça, ce sont des pitreries. Ce sont des pitreries. Vous voyez, le combat sur les carrières longues que je mène, nous n'arriverons pas à l'examiner à l'Assemblée nationale. Il a fallu que je le mène politiquement à l'Assemblée et à l'extérieur de l'Assemblée si je voulais que ça avance. Bon, moi, je ne me suis pas engagé en politique pour ça, et comme pour beaucoup de députés d'ailleurs. Donc oui, le spectacle est épouvantable. Je crains de penser que tout ça arrange un peu le gouvernement. Mais alors vous êtes contre pour l'instant cette réforme puisque vous n'avez pas obtenu gain de cause sur les carrières longues. Pourquoi est-ce que vous ne votez pas la motion de censure du Rassemblement national? Parce que la motion de Ce censure soir. ne réglera rien.
rien. Enfin, Ah bon? non. D'ailleurs, on a eu déjà des expériences. On a déjà eu des motions de censure qui n'ont pas été adoptées et qui n'ont rien réglé. Là, c'est une agitation de la part de Marine Le Pen. Ça sert à quoi de faire une motion de censure qui va être examinée après l'examen du texte? Oui, après minuit. Et tout ça est absolument ridicule, c'est grotesque. Et donc moi, ce que je veux, c'est pas voter une motion de censure. Qu'est-ce que serait l'effet de la motion de censure? Pas de renverser le pouvoir présidentiel, mais de remplacer un gouvernement par un autre. Moi, remplacer Elisabeth Borne par quelqu'un d'autre qui mènera la même réforme, ça m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions batailler pour arracher des choses pour nos concitoyens. Et je redis que le gouvernement va devoir discuter avec les syndicats, parce que pour l'instant, c'est un dialogue de sourds qui s'est installé. On ne fait pas voter une réforme des retraites si on n'a pas avec soi un dialogue profond. Est-ce que si la loi, au final, n'est pas votée, si on est obligé de passer par ordonnance, vous demandez la démission du gouvernement? Oui. Et c'est très clair. de nouvelles élections ou pas? Ça, c'est au président de la République d'en décider. Dissolution de l'Assemblée nationale. Vous demandez la dissolution? Non, ce n'est pas à moi de le demander. Non, mais d'accord, mais vous le souhaitez? Non, je ne le souhaite ni plus ni moins. Et s'il faut revenir devant les électeurs, moi, j'ai aucun problème à revenir devant les électeurs. Mais simplement, une motion de censure... Vous demandez le changement de gouvernement. La censure du gouvernement, en effet. Et vous savez, on oublie de dire que ce n'est pas parce qu'on censure le gouvernement qu'il y a une dissolution. Oui. Il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Il y a eu parfois des motions de censure sans dissolution. Mais vous ne demandez pas la dissolution de l'Assemblée? Je ne suis pas sûr que le problème ce soit l'Assemblée nationale. Je pense que le problème c'est le gouvernement. Et d'ailleurs, vous savez, si on revenait devant les électeurs, je ne sais pas ce que les électeurs décideraient. Oui. Ce qui est certain, c'est que j'espère que ce gouvernement n'a pas dans le coin de la tête de faire adopter une réforme des retraites par ordonnance. Parce que si c'est cela, c'est qu'ils n'ont rien compris de ce qui se joue dans le pays. Une réforme des retraites, ça change la vie des Français. Et que se passe-t-il si c'est cela, selon vous? Le gouvernement doit absolument, immédiatement remettre sa démission. C'est impossible de passer par ordonnance. Enfin, rendez-vous compte, la dégradation de notre démocratie. On s'est habitué à un mode de fonctionnement de notre démocratie qui n'est pas le mode parfait, qui n'est pas le mode habituel. Dites-moi, j'ai remarqué dans ces débats qu'on ne parlait jamais des pensions de réversion. C'est important, parce qu'on parle retraite, mais enfin les pensions de réversion, ça permet à de nombreuses femmes de vivre, de survivre. Pourquoi? Je sais pas, aujourd'hui c'est 54% des droits, 54% jusqu'à 60% des droits du conjoint décédé. Est-ce qu'on pourrait pas, je ne sais pas moi, revaloriser ou, je sais pas, passer à 100% ou à 80% ou non? Vous avez raison, il y a des angles morts dans cette réforme et dans ce débat. Sur les pensions de réversion, c'est le cas. Il y a beaucoup de disparités selon le régime auquel vous êtes affilié, ce qui est scandaleux. Pourquoi est-ce que lorsque vous avez la pension de réversion de quelqu'un du privé ou du public, vous ne seriez pas traité de la même manière? Enfin, c'est pas possible. Donc ça, c'est des débats que nous devrions avoir et qu'on n'a pas eu. Mais de la même manière, Jean-Jacques Bourdin, nous n'avons pas eu de débat sur le temps de travail, sur le volume de travail. Tout le monde dit et répète en sautant sur son fauteuil, le problème aujourd'hui du déséquilibre du système de retraite, il est lié à la démographie. Non, pas à la démographie. Il est lié au fait qu'on a moins d'actifs et plus de retraités. Et si nous retravaillons demain davantage, si on remettait au travail tous ceux qui n'y sont pas... Vous êtes favorable, je ne sais pas, à des semaines de 37 heures, par exemple? Moi, j'ai proposé qu'on travaille davantage, mais qu'on travaille mieux. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en train de tester, c'est pas possible partout, mais c'est intéressant, la semaine de 4 jours en 37 à 38 heures. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'aspiration de nos concitoyens, c'est de travailler mieux, différemment, mais aussi de travailler davantage, et nous en avons besoin pour équilibrer notre système. Et dans ce débat sur les retraites, on ne parle pas du cœur du sujet, qui est le travail. Comment on remet au travail les 100 000 et quelques personnes qui sont sur du chômage de très longue durée? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les centaines de milliers d'emplois vacants que nous avons dans notre pays ne le soient plus demain? Tout ça, ce sont autant de cotisations perdues. Et c'est vrai que ce qui est dommage dans ce débat, c'est qu'on se caricature facilement les uns les autres et qu'on oublie, au fond, d'aller toucher les vrais sujets, au fond. Vraiment. On se s'arc-boute sur une mesure d'âge qui ne règle pas tout le problème et on oublie parfois l'essentiel. Alors, le Sénat va discuter du texte. On sait qu'au Sénat, la majorité qui est de votre camp, la majorité favorable à ce texte, et elle l'a dit, donc le texte reviendra ensuite à l'Assemblée nationale, peut-être sans les avancées que vous demandez, nous verrons bien. Vous voterez contre, vous l'avez dit. Si jamais le texte revient sans les avancées demandées, vous voterez contre. Vous ne pensez pas que vous risquez l'exclusion? Bon, vous savez, j'ai passé l'âge, il y a quelque temps déjà, d'avoir peur des menaces et de je ne sais quoi. Vous avez été menacé?
Est-ce que vous considérez que vous avez été menacé? Pas physiquement, mais, non, mais pas physiquement, évidemment. Politiquement, oui, ça y ressemblait un peu, pardon. Mais vous avez été menacé politiquement. J'ai lu la presse, c'était quand même assez clair. Tous ceux qui m'ont expliqué que où je rentrais dans le rang, où notamment je partais, Bruno Retailleau. Oui, et puis quelques autres. Mais c'est fini parce que je leur expliquais que ça marchait pas sur moi. Et puis qu'il y avait un petit problème institutionnel, c'est qu'on menace pas politiquement un député. Moi, je suis député de la nation. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais la liberté de vote d'un député, elle est absolument fondamentale. Et d'ailleurs, je pense que la droite a besoin aussi de ces voix-là. Je sais que je peux passer parfois pour le perturbateur, pour parfois même l'emmerdeur, si on se parle franchement. Mais quand même, si la droite demain ne reparle pas à tous ces Français qui travaillent dur, aux catégories les plus populaires, à ceux qui ne parlent pas aujourd'hui, mais jamais nous ne reviendrons au pouvoir, jamais on ne retrouvera la confiance des Français. Et donc il n'est pas exclu que parmi ceux qui s'agacent parfois de ma liberté de ton, certains se disent aussi au fond que j'ai pas peut-être totalement tort sur certains sujets. Donc je tâche de convaincre. Et puis pour le reste, pourquoi exclure d'une famille politique quelqu'un qui, avec d'autres d'ailleurs, parce que je ne suis pas tout seul, il faudrait exclure beaucoup de monde. Combien de députés sont sur votre ligne aujourd'hui? Lorsqu'on a eu ces débats-là, on est, à mon avis, plus d'une vingtaine à être sur cette conviction que nous devons avoir une réforme des retraites plus juste. Après, ils ne sont pas tous des fidèles des convictions politiques que je porte, mais simplement, chacun voit bien que dans nos territoires, on ne parle plus à ces Français qui travaillent dur et qu'une réforme des retraites ne peut pas peser aussi lourdement sur ceux qui bossent déjà beaucoup. Merci Aurélien Pradier d'être venu nous voir sur Sud Radio ce matin. Il est 10h45, 11h moins le quart. Allez, je vais changer de sujet. Dans un instant, nous allons partir pour les Alpes-Maritimes. Près de 5000 mineurs étrangers sont entrés clandestinement dans les Alpes-Maritimes en 2022. Mineurs ou pas d'ailleurs, on ne sait pas toujours. Depuis janvier, les mineurs étrangers sont toujours aussi nombreux à arriver. Les dispositifs d'aide sociale sont débordés. Je serai dans un instant avec le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. 10h46. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Dès 14h, avec Fabrice Bach, nous parlerons communication. Quelle est la bonne manière de communiquer et comment sortir de l'illusion de la transparence complète? 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de mandarine est à seulement 2,29 €. À ce prix-là, foncez pour leur parfum doux et sucré et faites le plein de vitamine C. Cette bonne odeur acidulée sur nos doigts pendant des heures. Auchan, avec plaisir. 2,29 € le kilo de mandarine catégorie 1, calibre 1-2, variété Ori, origine Israël ou Espagne. Valable dans vos magasins Auchan participants. Chez Poltron et Sofa, on vous comprend. Ce n'est pas parce que vous avez envie de tout petit prix que vous n'avez pas aussi envie d'un grand confort. Alors découvrez notre grand déstockage. Jusqu'à demain, découvrez nos derniers canapés et fauteuils faits main en Italie à partir de 99 € seulement. Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin. Ah, notre livreur Prime Video est bien bloqué là, il est dans une impasse. Il revient sur ses pas. Oh, il voit une ouverture à droite. Il s'engouffre sans hésiter et... Mais quel génie! Le colis est livré! Vous aussi, à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match Toulouse FC OM en exclusivité sur Prime Video. Sud Radio Marseille 95.1 et en DAB+. Sud Radio. À tous ceux qui ne savent jamais combien de temps ils doivent mettre leur roast beef au four. À ceux qui savent que c'est 12 minutes et 30 secondes par livre, et pas une seconde de plus. Et à ceux qui se demandent pourquoi on leur parle de livres, alors qu'ils avaient demandé combien de temps pour leur roast beef. C'est tout. Dès aujourd'hui, Intermarché propose le rôti de bœuf Origine France à 10,90 € le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine rôti 2 étoiles, modalité sur intermarché.com. La Saint-Valentin est une journée consacrée à l'amour, l'occasion de vivre des moments romantiques. Alors, avec la promotion Costa, offrez-vous une croisière incroyable et votre moitié paiera moitié prix. Ah, j'adore la Saint-Valentin! Réservez votre croisière avant le 28 février. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Demain, de 10h à 11h, retrouvez l'heure libre, Michel Onfray, Stéphane Simon. Alors Michel Onfray, évidemment, dire qu'il y a un impérialisme américain, ça va apparaître comme étant un truc de gauchiste des années 70. Oui, pourquoi pas. Si le gauchisme des années 70 dit des choses justes, eh bien, reprenons-le aujourd'hui. L'actualité de la semaine, analysée par Michel Onfray et Stéphane Simon, c'est demain de 10h à 11h sur Sud Radio, en partenariat avec Front Populaire, la revue. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes là, vous aussi. 0826 300 300, allez-y, vous appelez, vous intervenez si vous le souhaitez, la réforme des retraites. Nous en reparlerons évidemment tout à l'heure à midi avec le numéro 2 de la CFDT qui sera là avec nous. Ce sera aussi très intéressant. Vous avez peut-être des questions à poser aux représentants de nos syndicats. Vous n'hésitez pas. Bien, mais je vais parler de toute autre chose maintenant. Je suis heureux de recevoir Charles-Ange Ginesi, qui est le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Charles-Ange Ginesi, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Charles-Ange Ginesi, je le disais, vous le dites, vous le répétez, les mineurs étrangers clandestins sont de plus en plus nombreux à arriver, notamment dans les Alpes-Maritimes, mais pas que dans les Alpes-Maritimes. La situation est la même sur la côte basque, elle est la même en Savoie. Près de 5000 mineurs étrangers sont entrés clandestinement dans les Alpes-Maritimes en 2022. Et depuis janvier, ça continue, ils sont nombreux à arriver? Oui, depuis janvier, il y a une explosion qui continue à arriver, qui confirme la très très forte augmentation que nous avons eue en 2022, qui était de plus de 21%, hein, vous l'avez dit. Nous en sommes à plus de 5000 mineurs non accompagnés qui rentrent dans les Alpes-Maritimes. Et je pense que nous sommes à une situation où la loi de départ qui donnait la responsabilité au département se trouve totalement dévoyée. Nous ne sommes plus dans ce même contexte qui était celui que nous avons connu avec 174 jeunes accueillis en 2014. Voilà, alors vous lancez un cri d'alarme, évidemment, au gouvernement. Je vais y revenir. D'abord, ces mineurs, on ne sait pas s'ils sont tous mineurs. C'est la première chose à vérifier, Charles-Ange Ginesi. Oui, c'est la première chose à vérifier, c'est ce que nous faisons avec les services judiciaires et qui nous a permis d'ailleurs de rendre plus de 20% ces dernières années de mineurs qui n'étaient pas des mineurs et de les retourner à la frontière. Mais je dirais qu'ils sont de plus en plus mineurs avec l'augmentation, avec un constat qui est clair. Nous avions des jeunes gens, des enfants qui arrivaient d'Érythrée, de Syrie, de pays en guerre. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui nous arrivent avec des situations économiques, des demandeurs économiques qui arrivent de Côte d'Ivoire, qui arrivent de Guinée, qui arrivent de Tunisie. Donc ils sont de plus en plus mineurs, ce qui là aussi pose un problème qui devrait être réglé au niveau européen, d'État à État. Et nous lançons une alerte. J'ai écrit pour cela au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, en disant attention, il se passe des choses fortes avec une augmentation sur des mois où nous n'étions pas habitués à avoir une augmentation de ces passages de mineurs non accompagnés. Alors je lis ce que déclare Hervé Guémard, qui est président du conseil départemental de Savoie. Il est en Savoie ce que vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Il dit, ici en Savoie, les mineurs ou pseudo-mineurs qui se présentent sont à 80% afghans, guinéens, ivoiriens, tunisiens. Certains arrivent avec inscrit sur un papier le nom de l'assistante sociale à aller voir et son adresse. Tout est très bien organisé par les mafias. Oui, malheureusement, on est habitué à voir l'organisation des passeurs, l'organisation des associations qui outrepassent les règles et dépassent les règles et nous mettent dans la difficulté. Et effectivement, quand ils arrivent, ils sont orientés pour bénéficier du système de protection français qui va très très loin. Mais on n'est plus dans une situation où normalement il devrait avoir une garantie de la part du département des Alpes-Maritimes. Il y a vraiment une nécessité aujourd'hui que de réfléchir au niveau européen. On l'a vu avec l'Ocean Viking quand le président de la République s'est saisi de cette affaire-là, a décidé de le faire atterrir à Toulon. Il y avait à bord 44 mineurs non accompagnés. Nous, en 2022, c'est comme si nous avions reçu 110 Ocean Viking dans les Alpes-Maritimes. Oui. Donc on n'est plus du tout sur cette situation-là. Et les services d'aide sociale sont évidemment débordés. Ça coûte, j'ai vu, 50 000 € par mineur et par an pour le département. Oui, globalement, on en est à une dépense sur 2022 de 14 millions d'euros.
avec une indemnisation de l'État de 3 millions d'euros. Donc on voit là aussi qu'il y a une distorsion avec une responsabilité qui ne peut plus être celle que nous a transféré l'État avec les moyens financiers qu'ils nous ont donnés. Donc, oui, parce que l'État rembourse au département seulement les 5 premiers jours d'accueil. Voilà, donc on se retrouve avec un montant minimum qui fait que nous avons un problème financier, mais je dirais que c'est moindre mal parce que le côté humain prédomine de tout cela. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir les moyens judiciaires. Nous sommes allés avec le préfet des Alpes-Maritimes sensibiliser la présidente du tribunal judiciaire qui nous a donné un coup de main, mais il faut que le ministre de la Justice aille plus loin dans nos demandes, dans l'assistance pour l'évaluation des minorités. Il faut que le ministre de l'Intérieur nous aide avec le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas manqué de le faire, mais nous sommes sur une situation de blocage. Si nous voulons continuer à assumer cet accueil humanitaire, de trouver les solutions, de trouver un bon accueil. Donc ce qui veut dire des bâtiments, ce qui veut dire des solutions qui trouvent un accord d'accueil en plénitude avec les maires qui ne sont pas toujours en capacité de recevoir ce public difficile. Ce ne sont pas des mineurs que l'on met dans des centres fermés. Ils sont dans des centres ouverts avec cette capacité à sortir et malheureusement à ne pas toujours se comporter comme il faut. Bien, Charles-Ange Ginesi, est-ce que l'Italie pousse de nombreux mineurs vers la France ou d'autres pays ? Alors, je pense que les dernières relations qu'il y a eu entre la discussion du président français et de la présidente italienne a probablement crispé les choses et fait que nous connaissons l'accélération d'aujourd'hui. On voit que l'Italie n'a plus la même attitude avec les Français telle qu'elle était autrefois. Nous avions avec le ministre italien des relations et des rapports qui faisaient qu'à la frontière les choses se passaient mieux. Aujourd'hui, la frontière, on voit que l'Italie laisse beaucoup plus passer. Merci Charles-Ange Ginesi, merci, c'est une situation qu'il fallait aborder, évidemment, clairement, franchement, nous l'avons fait. Vous réagissez, 0826 300 300, merci à vous, il est 10h56. Nous allons parler de trafic de stupéfiants et nous allons parler de la cocaïne entre 11h et midi, une drogue banalisée. Est-ce une drogue banalisée? Je le disais, en une semaine, regardez, je crois que c'était hier à Brest, 178 kilos de cocaïne saisie dans le port de Brest, 180 kilos de cocaïne saisie la semaine dernière dans le port de Lorient, 10h57. Les narcotrafiquants sont en train de gagner la bataille. La narcodépendance gagne les pays les plus développés. On en parle dans quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h57. Jean-Paul, des pronostics à retrouver sur sudradio.fr et sur l'application mobile de Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03. Merci d'être avec nous. 11h03. Nous sommes ensemble pour débattre autour des trafics de stupéfiants et particulièrement de la cocaïne, mais drogue banalisée aujourd'hui, bien souvent, débattre de la consommation de drogue, de cocaïne, avec tous nos invités ce matin. Par ordre alphabétique, le docteur Amine Benyamina, qui est professeur en psychiatrie addictologie à l'université Paris-Saclay, Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID, auteur des Hommes en Noir. Ça, c'est un roman, oui, les Hommes tout en à Noir, fait, Jean-Michel Fauvergue. Mais j'ai remarqué votre tribune autour de la lutte contre les trafics qui passe, dites-vous, par un renforcement massif de la vigilance bancaire. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous avons aussi avec nous, et je l'en remercie, Marie-Geoffrey Roustide, qui est sociologue à l'INSERM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Félix Marcard, qui est cofondateur du réseau social Black Elephant, addict à la cocaïne pendant 25 ans, c'est cela ? Pas tout à fait. Pas tout à fait 25 ans. 25 ans. On y reviendra, Jean-Marc. On y reviendra, Jean-Jacques, oui. Oh là là. Oui, non, on y reviendra, évidemment qu'on va y revenir. Bien, alors, regardons la situation. Il m'a suffi ce matin de lire les dépêches d'agence. J'ai vu quoi? 178 kilos de cocaïne saisis dans le port à Brest. Hier. La semaine dernière,
180 kilos de cocaïne saisis dans le port à Lorient. Jean-Michel Fauvergue, le trafic, est-ce qu'on peut dire, et je regardais les chiffres, les derniers chiffres sont de 2021, saisis par les douanes. Les saisies ont augmenté de 30% en 2021, de toutes les drogues. Hein. En ce qui concerne la cocaïne, les saisies ont doublé entre 2020 et 2021. Ça veut dire que les trafics augmentent, c'est ça ? 20 tonnes de saisies en 2022, tout service confondu. 20 tonnes en 2022. 20 tonnes, ouais. Alors, la saisie de stupéfiants d'une manière générale, de cocaïne de manière particulière, ça veut dire quoi ? Ça note l'activité des services. Oui. Ça veut dire qu'on a des services qui bossent bien, qui bossent énormément sur ces fléaux-là, d'une manière générale, la cocaïne en particulier, qui vient en général par les ports du Nord. Mais il semblerait que ça veuille dire aussi, ne nous leurrons pas, que les trafics augmentent. C'est-à-dire que si on saisit 20 tonnes de cocaïne, combien il y en a qui passent au travers du filet ? Bien sûr. Donc, c'est toujours intéressant et important de citer les chiffres de saisie, de réseaux démantelés, etc. Ça prouve que les policiers, les gendarmes, les douaniers travaillent énormément. Mais Jean-Michel Fauvergue, je fais une remarque aussi. On parle de Brest, on parle de Lorient, mais j'ai vu beaucoup de reportages sur les ports d'Anvers, sur Rotterdam, sur Le Havre, sur les grands ports, qui sont eux de grands ports, parce que ça sont... Pourquoi ? Ça veut dire que les trafiquants diversifient l'acheminement de la drogue. Oui, parce que ça veut dire que déjà cette drogue-là vient de l'Amérique du Sud, vous le savez, via le Brésil, via évidemment la Colombie, en passant quelquefois par les Antilles françaises, et vient par la voie maritime dans des conteneurs. C'est très difficile de contrôler les conteneurs. Donc tous les gros ports qui reçoivent des conteneurs, sont susceptibles de recevoir, les ports du Nord sont susceptibles de recevoir cette marchandise-là. Et le deuxième, et pour la France, la deuxième manière de faire venir de la cocaïne, c'est par des injections. Je comprends. D'avaler la cocaïne. D'avaler la cocaïne, par des mules. Et en passant en particulier par Cayenne, par l'aéroport de Cayenne, etc. Et recevoir cette cocaïne. D'ailleurs, je donne un chiffre, production mondiale de cocaïne, l'année dernière, 1789 tonnes. 1789 tonnes. Elle est bien écoulée quelque part, cette cocaïne. Et elle est écoulée notamment dans les pays occidentaux, de plus en plus, avec les narcotrafiquants. Quelques mots encore avec vous, puis je fais un premier tour de table. Le trafic de stupéfiants, donc, c'est un élément, on le sait, de la grande criminalité, mais aussi de la criminalité du quotidien, de la criminalité du voisinage, puisque ça pourrit, le trafic de stupéfiants, la vie de tant de personnes dans leur quartier, dans leur immeuble. Et puis, ça génère des quantités énormes d'argent liquide. Jean-Michel Fauvergue. Tout à fait. Le trafic de stupéfiants, c'est ça. Et là, on parle essentiellement du trafic de cannabis, mais pour la cocaïne, pourquoi pas. Il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, c'est un trafic je parle de trafic de fourmis sur le territoire national. Trafic de personnes qui sont, entre guillemets, vous m'excuserez du terme, qui ne sont pas spécialisés. C'est-à-dire que n'importe qui, sur le trafic de cannabis, peut reprendre un trafic en cours. Et ça rapporte énormément d'argent. Donc, du coup, les trafics de voies publiques se sont multipliés. Ces trafics de voies publiques pourrissent la vie des citoyens. Et drainent à peu près entre 40 et 60% de la criminalité de voies publiques, d'une manière générale et d'une manière globale. Et puis derrière, évidemment, vous avez des sommes, vous l'avez dit, des sommes importantes d'argent. Alors, nous verrons tout à l'heure quelles sont. Il y a des solutions, il n'y a pas de miracle, pas de solution qui permettent d'éradiquer du jour au lendemain le trafic de stupéfiants et notamment de cocaïne. Mais il y a des combats à conduire, à mener, ça c'est évident. Je me tourne vers vous, Marie-Geoffrey Roustide. Évidemment, vous constatez cette recrudescence vous-même. Alors, en fait, en santé publique, les données chiffrées montrent que la consommation de cocaïne a été multipliée par 4 ces 20 dernières années. Donc, il y a de plus en plus de production, il y a de plus en plus de trafic, mais il y a également de plus en plus de consommation. 600 000 consommateurs par an.
600 000 personnes ont consommé de la cocaïne dans l'année, et voilà, c'est un chiffre qui a été multiplié par 4. Par contre, je trouve que ce qui est important aussi, c'est voilà, d'informer sur les risques liés à la cocaïne. Bon, Amine est un spécialiste de ces questions-là, il pourra le faire, mais il faut aussi rappeler les chiffres de l'alcool, parce que je trouve qu'on se centre beaucoup sur la question de la cocaïne, avec cette affaire Pierre Palmade, mais il y a aussi la question de l'alcool. Oublions l'affaire Pierre Palmade. Voilà, mais les jeunes et l'alcool. Les jeunes et l'alcool aujourd'hui, c'est 44% des jeunes de 17 ans qui ont eu une alcoolisation intense dans le dernier mois. Alors que quand on regarde la cocaïne chez les jeunes, c'est près de 2% qui en ont consommé dans l'année. Donc il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. Vous avez raison. Je pense que c'est important. Mais vous avez raison. Mais parfois, lorsque on parle de la cocaïne, on a toujours tendance à faire des comparaisons avec le tabac, avec le cannabis, avec d'autres drogues, avec l'alcool. Moi, je parle de la cocaïne. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'excuse pas. Les comparaisons permettent parfois de ralentir l'inquiétude, si je puis dire. Alors, moi, je ne pense pas. Non, je pense que ça ne permet pas de ralentir l'inquiétude, ça permet de reposer le débat sur des bases plus rationnelles. Bon, d'accord. Bon, ok, mais très bien. Docteur Amine Benyamina, vous voyez de plus en plus de patients venir vous voir pour addiction à la cocaïne? Oui. Évidemment. Je vais vous répondre clairement, Jean-Jacques, sur votre question, puisque vous posez la question sur la cocaïne. En effet, il y a une convergence entre le trafic, la prévalence des consommateurs dans l'année, c'est-à-dire une personne qui a touché au moins une fois la cocaïne dans l'année qui s'est écoulée, et on a 1,2 million sur la vie. C'est-à-dire, les Français ne sont pas étrangers à la cocaïne. Oui. C'est pas un produit banal. C'est pas. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que ça a été longtemps un marqueur social et un marqueur de classe. Ce n'est pas le cas. C'est fini, sur le plan sociologique, Marie le connaît mieux que moi, c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête. Avant, lorsqu'on parlait de cocaïne, on parlait de gens qui avaient de l'argent, des journalistes, de Canal+, je l'ai dit, je le répète, des gens qui étaient dans l'impunité malgré leur consommation et qui très clairement exhibaient leur consommation, alors qu'on était sur un produit interdit. La cocaïne, maintenant, moi, vous me parlez de ma consultation, ce sont des jeunes de 20 ans qui ont la capacité de l'acheter parce que ça s'est industrialisé. On est sur un marché où on a l'offre et la demande, on a baissé le prix, on a diffusé partout et on a affaire à une diffusion, une installation de ce produit dans tous les oui, c'est répandu partout. Ça, c'est important. C'est 66 € le gramme aujourd'hui, la cocaïne à peu près. Écoutez, à chaque fois qu'on pose la question, quand je demande à mes patients, j'ai un nouveau prix, les prix baissent, ça dépend des périodes, ça dépend des arrivées. Ça dépend des arrivées, je le dis, sous couvert. C'est l'offre et la demande. Voilà, c'est l'offre et la demande. On est sur un marché, c'est un marché qui s'est installé, c'est un marché qui n'est pas confidentiel, et c'est un marché qui touche tout le monde, et c'est un produit qui n'est plus un marqueur social. À mon avis, ça, c'est les éléments importants pour lancer le débat. On est bien d'accord. J'attends le témoignage de Félix Marquardt dans un instant. On va observer une petite pause parce que ça vient vite. Hein. C'est la pub, mais on va reprendre justement sur la consommation, sur ce marqueur social qui n'est plus un marqueur social. On est bien d'accord puisque on trouve de la cocaïne aujourd'hui partout, même dans les plus petites communes qui sont souvent confrontées à ce drame-là et qui n'arrivent pas, qui ne savent pas d'ailleurs comment faire pour y faire face. Donc dans un instant, témoignage de Félix Marquardt. À tout de suite, si vous voulez appeler d'ailleurs, ce n'est pas compliqué, 0826 300 300, n'hésitez pas. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la consommation cocaïne, on est parti de la cocaïne, on parle évidemment de tous les produits, hein, de l'alcool, du tabac, du cannabis, effectivement des drogues de synthèse, etc. Mais vous vouliez, Félix Marquardt, témoigner. Qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire? Vous avez consommé combien de temps? Écoutez, moi j'ai commencé comment d'abord? J'ai pris de la drogue. J'ai commencé vers 14 ans parce qu'en fait, le moment juste avant de m'endormir m'angoissait profondément. J'avais une sorte le moment où je me retrouvais face à moi-même, face à mes émotions, et qu'il n'y avait plus de subterfuge possible pour me planquer de ces sentiments. Et ben à ce moment-là, moi j'étais très mal à l'aise. J'ai fumé un joint, j'avais 14 ans, et j'ai découvert que je pouvais passer de l'état de conscience à l'état de sommeil sans ce moment
qui m'angoissait profondément. Oui. Alors je vous écoute. Et je comprends. Moi, je pense que d'abord, la première chose qu'il faut expliquer, c'est que l'addiction, la vaste majorité des gens n'y comprennent rien. Moi, j'ai zéro expertise, je le dis souvent, sur quoi que ce soit, à part un truc. J'ai pris de la drogue tous les jours pendant 25 ans, et maintenant, ça fait presque 9 ans que je n'en prends plus. Vous n'en prenez j'ai plus. pris au départ des trucs comme tout le monde. J'ai fumé quelques pétards. Comme et puis tout après, le monde. comme la plupart des gens. Parce que vous faites une distinction entre l'alcool, le shit, la coke, etc. Moi, je voudrais vous dire qu'à mon sens, en 2023, s'attaquer au problème de l'addiction en se focalisant sur une substance par rapport à une autre, la cocaïne, c'est une énorme erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, mais je vais vous répondre. D'abord, vous allez... c'est fini, hein, mon cher Jean-Jacques. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la parole. Non, je voulais simplement dire que le trafic en plus forte, enfin la consommation qui est en plus forte augmentation, c'est la cocaïne. Pardon. Mais bien sûr. Mais moi, je suis pas en train de vous dire que c'est pas le cas. Je suis en train de vous dire qu'il n'en reste pas moins. Qu'il y a d'autres drogues. Mais c'est pas juste une question de drogue. Et d'autres addictions. L'addiction, c'est souvent, pour la plupart des gens, entendu comme la résultante d'un abus d'une substance ou d'une autre. Et moi, je voudrais vous dire que c'est une connerie. Cette définition de l'addiction, c'est une ânerie. L'addiction, c'est le fruit d'une stratégie maladroite et malheureuse, mal avisée, d'évitement d'émotions inconfortables. Or, à cette aune, il est avéré que nous sommes devenus une civilisation. La modernité a fait de nous une civilisation d'addicts. Vous parlez d'addiction en vous focalisant sur les drogues, mais moi je voulais vous dire qu'on peut utiliser, pour éviter ces émotions inconfortables, on peut utiliser le sexe, on peut utiliser le sucre, on peut utiliser Netflix, on peut utiliser le boulot, les jeux vidéo, peut utiliser le sport, les jeux vidéo, etc. Et de dire, oui, mais c'est pas la même chose. Oui, mais écoutez-moi. Vous mettez sur le même plan. Mais je vais aller même plus loin que ça. Je vais vous dire, l'addiction qui est en train de mettre en péril l'avenir de l'humanité aujourd'hui, c'est notre addiction à la croissance, c'est notre addiction à l'énergie, c'est notre addiction au toujours plus. Non, mais je suis pas en train de... Non, mais pardonnez-moi, mais c'est fondamental de comprendre ça. Oui, mais je ne peux pas, en une heure, aborder toutes ces addictions-là. Non, mais je vous dis pas qu'il faut... Non, mais ça, je l'entends parfaitement, Jean-Jacques. Mais ce que je vous dis, c'est il est nécessaire de comprendre aujourd'hui que l'addiction, c'est un truc qui est en train de nous bouffer tous ensemble. Qu'est-ce que c'est l'addiction ? Et pourquoi est-ce qu'elle s'épanouit dans notre culture ? Parce que, en fait, notre culture ne fait plus son boulot. Une culture qui fonctionne, c'est une culture qui prend des enfants et qui en fait des bons hommes et des bonnes femmes. Notre culture ne fait plus ce boulot. Le résultat, c'est qu'on a des gens qui cherchent à tout prix à trouver quelque chose pour éviter ces moments d'inconfort émotionnel. Et je vous dis vraiment très sérieusement, il faut pas. C'est une erreur de prendre certaines substances et de dire voilà, l'addiction c'est ça. Mais je ne dis pas l'addiction c'est ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, qu'il y a une addiction. On parle de la cocaïne parce que, je vous le dis, les chiffres sont là, montrent une augmentation. Mon cher Jean-Jacques, vous savez très bien qu'on parle aujourd'hui de la cocaïne parce que Pierre Palmade a eu un accident de voiture il y a quelques jours. On peut pas. Mais et à juste Palmade, oui. Et à juste titre. C'est pour ça qu'on parle de ça. Mais pardonnez-moi de vous dire, si je parle aussi de la cocaïne, c'est parce que si j'avais pas vu les chiffres concernant la cocaïne, je n'aurais pas fait cette émission. Je vous le dis. Donc j'ai constaté, effectivement, ça m'a alerté, ce qui s'est passé avec Palmade. Mais j'oublie Palmade. Mais ce qui m'a alerté, c'est cette consommation de cocaïne. Et surtout, plus largement, c'est le trafic, c'est l'augmentation. Et c'est les nombreux reportages, justement au port d'Anvers ou au port du Havre, les nombreux reportages sur ces autour de ces narcotrafiquants qui gagnent des fortunes. Non mais je comprends tout à fait, mais ce que je vous dis, c'est que vous parlez du symptôme, alors que ça n'est pas la cause profonde. Non, mais, il faut parler de la cause profonde aujourd'hui. Non, mais Amine Benyamina. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Quand vous entendez Félix Marcard, quelle remarque faites-vous ? C'est quelqu'un qui est expert de lui-même et il a raison. Oui. Évidemment. Il a une véritable expertise de son parcours et ce qu'il dit n'est pas faux. Ce qu'il dit n'est pas faux, mais ça ne recoupe pas de l'ensemble de... L'addiction est une définition très précise, c'est une pathologie.
Évidemment, c'est une vraie maladie dans laquelle il y a une perte de contrôle. Le comportement, comme ça a été dit, où le produit prend possession du quotidien de la personne, dans tous ses aspects, dans tous ses... Voilà. Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'addiction ne répond pas forcément à un mal-être, ou bien une pathologie, ou une anxiété. Ça, c'est important. On peut être addict par un forçage, par un entraînement, ou bien par un conditionnement, soit personnel, soit social. Oui. Ça, c'est important. Oui. L'addiction n'est pas forcément une tentative de soulagement ou une tentative maladroite d'avoir recours à un faux ami qui est le produit du comportement. Oui. Ça, c'est important parce on confond parfois une autothérapie par la prise de produits, par le comportement, alors qu'on a des personnes qui tombent dans l'addiction par un mécanisme de conditionnement et un mécanisme de vulnérabilité biologique. Ça, c'est important. Oui, on est bien d'accord. Mais... vous dites, on devient addict. Bien sûr. Bon, mettons à la cocaïne, j'y reviens, on devient addict à la cocaïne. C'est un cheminement. Bien sûr. C'est un cheminement. On ne tombe pas du jour au lendemain comme ça. Il y a un contact. Oui, il y a un contact, il y a une évolution. Il y a une offre. Lorsque vous avez un produit qui est très offert, vous finissez par avoir une cible qui est plus large. Il y a du marketing derrière, il y a des populations vulnérables, il y a un prix qui baisse, et donc on augmente, entre guillemets, comme disent les économistes, l'assiette et donc la cible. Évidemment. Forcément, et ça finit par donner ce que disait tout à l'heure Marie, le nombre de consommateurs. Alors nous allons donner la parole à Marie, justement. Marie Geoffrey Roustide, oui. Pour faire écho à ce que vous veniez de dire, moi je pense que ce qui est important aussi d'un point de vue de la société, c'est de voir, si on veut revenir à la cocaïne, que la cocaïne, elle se développe aussi dans une société où il y a des injonctions à la performance en permanence. Et ça renvoie à ce que vous disiez aussi sur le capitalisme tout à l'heure et à ce que vient de dire Amine, c'est-à-dire que les dealers de cocaïne, les trafiquants, ils sont dans des logiques de marché, ils font baisser les prix, ils vendent des toutes petites doses pour qu'effectivement ça soit plus accessible à un nombre plus important de personnes. Et surtout, ils offrent parfois effectivement pour tous les produits, on le voit sur différents produits et sur la cocaïne également. Mais ce qui se passe, c'est que c'est cette notion de performance, ces injonctions à la performance avec des personnes qui, dans nos sociétés actuelles marquées par le capitalisme, ne se sentent pas en capacité de répondre et vont pour le travail, pour travailler, on le voit, dans la diffusion de la cocaïne aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui prennent de la que vous accusiez le capitalisme d'être responsable du trafic de drogue, mais il y a des données objectives, mon cher Jean-Jacques. Non, mais je veux bien, mais enfin, pardon, la cocaïne. Vous avez l'air que des cadres supérieurs qui ont besoin d'être performants. Vous comprenez pas le sens de la définition là quand on parle de capitalisme. C'est pas de ça dont il s'agit. Il y a un rapport qui a été publié en 1972, le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance, qui nous dit: chère humanité, si vous continuez comme ça, vous allez vers une situation d'effondrement civilisationnel. Qu'est-ce qu'on fait depuis 50 ans ? On répond à cela, on se bouche les oreilles et on fait comme si de rien n'était. Si on était dans une situation qui n'est pas une situation d'addiction à la croissance, on aurait on a eu 47 rapports du GIEC qui nous disent que nous sommes en train de commettre un suicide civilisationnel et nous n'y faisons rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas mieux équipés, nous, en tant que civilisation, en tant que société, pour rompre avec ces pratiques qu'un héroïnomane l'est face à l'héroïne. On est dans la même situation. On est une civilisation d'addicts et il faut arrêter de montrer du doigt la face émergée la partie émergée de l'iceberg en disant le problème c'est la cocaïne. Le problème c'est la cocaïne, bien entendu. Mais le problème c'est la cocaïne. Le problème c'est le trafiquant. Le problème c'est le trafiquant avant tout. Non mais le problème c'est que le niveau de violence est autrement plus grave. Enfin, mais ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de regarder l'arbre et de rater la forêt. Bien. Amine Benyamina. Je vous écoute, Jean-Jacques. Ben non, vous avez quelque chose à ajouter sur ce qui vient d'être dit. Je vois que ce qui est dit, évidemment, c'est le principe de la société dite addictogène. C'est une part, mais c'est pas la totalité. Et c'est vrai que chacun l'exprime en fonction de son expertise. Bien sûr. Moi qui reçois des patients, tout le monde n'est pas victime du capitalisme, on est d'accord. Mais je peux comprendre aussi le facteur social et sociétal. Bien sûr. J'ai des jeunes qui ne sont absolument pas dans la performance, qui sont consommateurs de cocaïne.
Ben oui, forcément. Ben évidemment. J'ai des ouvriers qui ne sont pas forcément des grands capitalistes qui reçoivent par la poste ou bien par leurs amis de la cocaïne, qui sont consommateurs de cocaïne. Je répète ce que j'ai dit, on n'est plus du tout sur le marqueur social. On est sur un phénomène qui s'est installé, qui pose un vrai problème de santé publique, un problème de sécurité, et hélas, on a un problème maintenant de diffusion de ce type de produit dans des... Nous allons d'ailleurs penser aux solutions. Complètement. Il y a des ramifications maintenant entre le terrorisme. C'est ça qui est terrible. Mais bien sûr. Entre l'émergence des fortunes chez des gamins, tout ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué cette histoire. Et la cocaïne a quelque chose de particulier. C'est un paradigme de ce que la drogue peut donner comme illusion en vérité, à la fois sur le plan de la personne et sur le plan de la communauté. C'est magique, ça rend fort de manière illusoire, ça rend riche de manière illusoire, et ça s'instille dans la société, et ça a toujours un effet positif. Vous savez ce que ça crée, Jean-Jacques? En fait, la drogue, ça crée un sentiment de connexion au monde, de connexion à quelque chose qui nous dépasse. C'est une sensation qui est vraiment très agréable sur le moment. Il faut comprendre un truc, et ça, encore une fois, je ne suis expert que... Voilà, je n'ai que mon expérience pour parler. Mais le contraire de l'addiction, moi j'ai découvert ça après 5 ans sans drogue et sans alcool. Le contraire de l'addiction, ça n'est pas juste la sobriété ou l'abstinence, c'est la connexion aux autres, la connexion à ce qui nous dépasse, la connexion à la nature, etc. Ça peut vous paraître très abstrait, mais ça n'est pas du tout. C'est vraiment la clé du schmilblick. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui prétend... On parle de connexion toute la journée, et en réalité, on a des réseaux sociaux qui n'ont de social que le nom. En réalité, ils nous isolent, ils nous rendent anxieux, ils nous enferment dans des bulles cognitives, on ne parle qu'avec les gens avec lesquels on est d'accord. Lorsqu'on sort de ces bulles, c'est pour se foutre sur la figure avec les autres. Donc en fait, on a des réseaux qui sont fondamentalement des réseaux asociaux. Ces réseaux ont un impact sur la déconnexion, elle est partout. La déconnexion, on est de plus en plus déconnectés de nous-mêmes. On est déconnectés les uns des autres avec des conséquences dramatiques pour la démocratie. On est déconnectés de ce qu'on appelle nature, comme si le reste du métabolisme planétaire, nous n'en faisions pas partie nous-mêmes. Donc en réalité, toute cette déconnexion, elle participe de cette recrudescence de l'addiction. Et c'est de ça que je parle. Quand je pointe pas du doigt le capitalisme en disant les vilains qui nous vendent leur sac à main, c'est leur faute à eux. Je dis on est tous happés par cette déconnexion. Cette déconnexion, c'est le mal du siècle. Si vous voulez comprendre l'addiction aujourd'hui, il faut comprendre que l'addiction, c'est un problème de déconnexion. Bien, Jean-Michel Fauvergue, juste après la pub, va s'exprimer et nous dire un peu... je vais quand même revenir, mais surtout, ce qui m'intéresse maintenant sont les solutions. Bien sûr. Les conséquences et les solutions. Parce que moi, je veux bien, très bien, on a fait le constat, et le constat est là. Il y a une réalité. Je vais être un peu provocateur. Je bois un verre de rouge par jour. Est-ce que je suis addict ou pas? Non, alors pas du tout. Je suis pas addict. Je touche à la cocaïne tous les jours. Est-ce que je suis addict ou pas? Vous savez ce que c'est pour tester pour tester si on est addict. Vous rentrez dans un bar, mon cher Jean-Jacques. Vous commandez 2 vodkas. Vous buvez les 2 vodkas et puis vous rentrez chez vous et vous allez au lit. Et si vous arrivez à faire ça, vous n'êtes pas addict. L'addiction, c'est le phénomène par lequel on s'assoit au bar, on prend un verre, on prend un rail de coke et ensuite on ne peut pas s'arrêter. Bon. C'est ça un addict. Très bien. Christian, tu as envie de témoigner. Il faut faire une vraie campagne de sensibilisation, notamment auprès des plus jeunes. Je suis effrayé quand j'entends 8 millions de personnes qui en ont déjà consommé. 8 millions, ça paraît beaucoup. 1,2 million. Christian, mais tout au long de la vie. Tout au long de la vie. 2 millions. C'est 2 millions. On en est à 2 millions. Tout au long de la vie. D'accord. Bon. Tout au long de la vie. Allez, 11h30 à tout de suite. C'est sans lui. Bien, il est 11h33. Imaginons, une personne prend un verre de vin par jour. Bien à l'habitude, est-ce qu'il est alcoolique? Alors, il ne faut jamais définir l'addiction par la quantité du produit consommé. Est-ce que cette même personne prend de la cocaïne tous les jours, est-ce qu'elle est addicte? Elle a de chances de l'être. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en vérité, avant de parler d'addiction, on parle des effets des dommages liés à la consommation. Vous pouvez consommer un verre par jour régulièrement et avoir des problèmes de foie ou de je ne sais quoi avec l'alcool. Et vous n'êtes pas forcément addict au sens où, lorsque vous arrêtez, vous allez trembler, vous allez avoir envie de consommer.
Vous pouvez de temps en temps, je vous parle de ce que je sais, c'est-à-dire les patients qui viennent me voir. Bien sûr. Aller les week-ends, prendre de l'alcool et vous faire votre rail, entre guillemets, c'est compris, vous n'êtes pas spécialement addict. Si la consommation devient régulière, quel que soit le produit, et que lorsque vous êtes dans des circonstances de sortie ou de fête, ça passe toujours par la consommation, posez-vous des questions sur votre appétence. Bien sûr. Attention, l'addiction, c'est pas un terme simple. Il est un peu galvaudé, il a été marketé, c'est une vraie maladie, l'addiction, dans laquelle elle prend possession de votre vie dans tous les domaines. Bien sûr. Ce qui est important aussi dans l'addiction, c'est les raisons pour lesquelles on consomme. Et le contexte dans lequel on consomme, et pas uniquement effectivement le nombre de fois. Donc les raisons, il faut s'interroger sur les raisons. Alors est-ce que le contexte est différent pour la cocaïne, par exemple, pour l'alcool? De moins en moins aujourd'hui. Vous avez voulu faire la comparaison. Il y a un contexte qui est important, c'est que la cocaïne est interdite et l'alcool ne l'est pas. Oui. Et l'aspect social qui explique les trafics. Complètement. Et qui conditionne aussi le recours. Lorsque on fait tout ce qu'il faut pour consommer un produit interdit, c'est que la pression interne est très importante et on prend ces risques. Le risque pour lequel on consomme un produit interdit nous renseigne sur la pression interne d'aller la consommer, d'aller la chercher. Jean-Michel Fauvergue, sur les trafics, justement. Oui, le trafic, on le disait en début d'émission, les trafics de stupéfiants sont en forte augmentation. Oui. Bon, là, on est bien d'accord, malheureusement. Ils sont en forte augmentation parce que tous ces produits sont interdits. Vous pensez que c'est à cause de ça? Ça participe. Moi, j'étais chef des oui ou non? J'étais chef des stupes sur la Seine-Saint-Denis en 87-88. Oui. On faisait beaucoup d'affaires de stupéfiants. Ça n'a pas baissé aujourd'hui. Donc on est un des pays les plus répressifs sur les lois. Oui. C'est-à-dire les lois sont très répressives. On est un des pays les plus gros consommateurs de cannabis. Deuxième en Europe. Voilà. Cannabis, je regardais les chiffres. Et les trafics ont augmenté. Pourquoi ils augmentent, ces trafics? Ils augmentent parce que, encore une fois, je le redis, deux choses importantes. Ça ne demande pas d'être un trafiquant de stupes et de revendre, de faire de la revente de stupes. Ça ne demande aucune qualification particulière, y compris dans le banditisme, si je peux me permettre ça. C'est pas comme braquer un fourgon, par exemple, si je peux me permettre cette mauvaise comparaison. Oui, mais je comprends. Et la deuxième chose, ça rapporte immédiatement énormément de fric. Et là, je parle des trafiquants. On a beaucoup parlé des consommateurs. Je parle des trafiquants. Et moi, j'ai une vision évidemment des trafiquants, puisque j'étais pendant 40 ans policier. Et vous m'avez sans doute invité pour ça. Oui, donc, l'idée, c'est d'effectivement arriver à trouver des solutions. Mais la solution, elle sera globale. D'abord, il faut continuer à travailler sur les trafics, comme le font les policiers, les gendarmes, etc. Comme les injonctions du gouvernement aujourd'hui, du ministre de l'Intérieur, ça va dans ce sens-là. Donc, il faut continuer à les mettre en échec, à travailler aussi sur le blanchiment. On a parlé à demi-mot tout à l'heure. C'est important. Pourquoi? Parce que l'énorme quantité de fric qu'il y a fait que par ceux qui profitent de ça sur des trafics organisés, vous allez investir à la fois dans l'économie licite, et donc vous allez prendre possession d'un certain nombre d'entreprises dans une économie licite. Donc ça esquinte notre système et notre modèle économique. Oui, vous parlez de narcodépendance. Vous parlez de narcodépendance dans la tribune que vous avez publiée. Vous parlez de narcodépendance. Vous rappelez qu'aujourd'hui les grands trafiquants se permettent tout, et même de menacer de mort le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Oui, on est passé à Jean-Michel Fauvergue. On est passé à un stade supérieur parce que il se brasse des milliards et des milliards, et que ces milliards, ils doivent être réinvestis. Et effectivement, dans la tribune que j'ai co-signée avec Katia Burier, qui est une élue de Seine-et-Marne, on décrit ces manières-là. Le trafic de stupes ne cessera pas parce qu'il y a des consommateurs, mais parce qu'il rapporte énormément de fric, mais combien de morts au Mexique? Combien de milliers de morts au Mexique? Mais Jean-Jacques, vous vouliez parler de solutions? On va en parler des solutions, oui. Alors une des solutions, c'est de continuer, continuer la bataille la bataille avec les policiers, les gendarmes, les douaniers, de la continuer, parce que la République ne peut pas se permettre de reculer. Heureusement, oui. Mais c'est peut-être pas la seule aussi. Non, moi je ne sais pas la seule. Moi, je voudrais parler à vos auditeurs, Jean-Jacques. D'abord, attendez. Ouais. Je voudrais que vous abordiez l'un des axes pour lutter contre ce trafic, c'est l'argent.
essayer de toucher au maximum tous ces trafiquants, essayer de les toucher, je sais pas, à travers leur compte en banque, à travers les mouvements d'argent, à travers ça s'appelle cet argent liquide. Oui, ça s'aelle aussi à un certain moment, parce que ces trafiquants-là ont ensuite réinvestissent et ont un tas de patrimoine. Ça s'appelle aussi les acquis criminels, de récupérer les acquis criminels. Comment lutter contre ce trafic d'argent? Alors, c'est difficile, ça marche dans certains pays. Par exemple, avec le Maroc, ça marche pas. Les petits trafiquants, là je parle de petits trafiquants, qui réinvestissent leur argent au Maroc, c'est difficile. Il y a de la coopération, mais c'est difficile globalement et généralement de leur saisir leur avoir criminel qui sont au Maroc. Mais je vous connais. On a un vrai gros problème là-dessus. Pardonnez-moi, Jean-Jacques, je vous connais. On est aussi ici, aujourd'hui, pour tendre la main à ceux qui souffrent de l'addiction et pour essayer de leur donner des solutions. On est bien d'accord. Non, mais là, je parle des solutions pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Mais il faudrait aussi des solutions pour ceux parmi vos auditeurs qui sont des addicts. Mais on va en parler, évidemment. N'est-ce pas? Mais là, on l'a bien compris, ce sont des malades. Non, mais on est bien d'accord. On va voir comment faire. On va voir comment faire. Mais avant, je parle du trafic, là. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour lutter? La police, on est bien d'accord. Tout ce qui est trafic d'argent, circulation d'argent sale, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? La coopération internationale, bien évidemment, dans le cadre de cette lutte contre les trafics, et qui existe avec des systèmes comme Europol et Interpol, Eurojust aussi. Mais ça, c'est des choses classiques. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Après, il faut, une fois qu'on fait le constat de dire qu'on est un des pays les plus gros consommateurs d'Europe, n'ayant pas peur des mots. On est un des pays qui a la législation les plus dures en Europe, et ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on a fait ce constat-là, et une fois qu'on continue à travailler quand même on l'a vu sur les saisies, sur les trafics, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, peut-être se poser la question à un certain moment d'ouvrir un débat. Oui, d'ouvrir un débat. Comment? Parce que, je veux dire une chose... ouvrir quel débat? Ouvrir un débat sur la légalisation là, vous parlez du cannabis. On ne va pas légaliser la cocaïne. De toutes les drogues. Vous savez que le Canada envisage la décriminalisation. Vous êtes décriminalisation. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, au Portugal, le Portugal a dépénalisé. Alors, il a dépénalisé toutes les drogues depuis les années 2000. Toutes les drogues. Donc, à un certain moment, il faut voir ce qui se fait à l'étranger. Il faut voir si ça fonctionne, et il faut voir si ça fonctionne sur les réseaux de voies publiques qui pourrissent la vie des gens au bas de l'immeuble. Oui, ça c'est sûr. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Et légaliser sont deux choses différentes. Il y a un terme important qui n'a pas été dit, mais qui est évidemment su. On change de focus. Lorsqu'on parle de dépénalisation, lorsqu'on parle de solutions, on se décentre. On ne parle plus de trafiquants, on parle des personnes victimes du trafic. On parle des drogués, entre guillemets, pardonnez-moi. Et quand on dépénalise, c'est-à-dire on prend en compte la personne souffrante avec la drogue, et on ne la criminalise pas, on met en place. Et pour autant, on n'envoie pas le signal d'innocuité de la drogue. C'est ça qui est très important. C'est ce que vos auditeurs doivent entendre. Ce n'est pas parce que moi, en tant que médecin, Marie-Geoffrey Roustide, en tant que sociologue, ou monsieur en tant que grand flic, ou ancien grand flic, on n'est pas là à faire le prosélytisme. On est sur des positions dites pragmatiques. Et on a vu ce qui se passe ailleurs. Le Portugal n'est pas un pays laxiste, mais il est en train d'engranger parmi les résultats les plus intéressants en matière dans son expérience. Ils ont 3 fois moins de consommateurs de cannabis qu'en France. Sauf que l'erreur, c'est la dépénalisation. Sauf que l'erreur, c'est la dépénalisation. C'est la dépénalisation. Il faut légaliser la légalisation. On récupère l'argent. Bien sûr. Non, mais pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils ont eu peur. Mais pourquoi les deux en même temps? Du terme légalisation qui est un gros mot, quoi. Sur le Portugal, il faut revenir sur l'histoire du Portugal et ce que montrent les enquêtes scientifiques sur cette question-là. C'est très important là ce que vient de dire Amine, c'est-à-dire que quand on décriminalise ou quand on légalise, c'est avant tout pour des raisons de santé publique, pour limiter les risques pour les consommateurs. Effectivement, la question, vous avez raison, sur la dépénalisation, c'est que ça ne règle pas la question du trafic. Pour la légalisation, alors c'est pas la cocaïne, c'est le cannabis. Au Canada, par exemple, ils ont légalisé le cannabis avec un encadrement très fort. La consommation de cannabis a diminué chez les jeunes avec cette légalisation, et les produits qui sont proposés sont contrôlés et donc moins à risque. Dernier point, ça a un effet également, la légalisation, sur le trafic, puisque les anciens trafiquants de cannabis ont été réinsérés sur le marché légal. Ceux qui n'avaient pas de grosses exactement. Très bien. Et ça veut dire que alors, moi j'ai une question à vous poser, Marie-Geoffrey Roustide, une question un peu provocatrice.
vous parliez tout à l'heure des jeunes et de l'alcool. Oui. On est bien d'accord. L'alcool, les jeunes peuvent s'en procurer sans problème. Très, très facilement. On est bien d'accord. Il est presque légalisé, l'alcool. Ça n'empêche pas l'augmentation de la consommation chez les jeunes. Parce qu'en fait, la légalisation... il est mal encadré. L'interdiction de faire de la publicité, l'interdiction de vente au moins de 18 ans. Différents modèles de légalisation. Et par exemple, sur le Canada, il faut vraiment un modèle de santé publique. Alors, ça, c'est très important. L'alcool en France, c'est une vaste hypocrisie, pour une raison toute simple, parce que les lois concernant l'alcool sont dicté, prescrit par le lobby de l'alcool auprès des parlementaires et des gouvernants. C'est une réalité absolue. On fait semblant de mettre en place des campagnes, mais on sait parfaitement... Si, on n'en fait pas beaucoup. Il y a quelques mesures... Il n'y a pas une émission de télévision sur les vins parce que... Dès qu'on parle du problème de l'alcool en France... Je vais finir juste mon argumentaire, si vous me permettez. Alors moi, je suis à la tête d'une fédération. Nous sommes allés voir plusieurs fois les ministres, notamment, pour demander, par exemple, l'augmentation du cryptogramme des femmes enceintes pour que ça soit une information. Ça n'a pas été retenu parce que le lobby et parce que les alcooliers l'ont refusé. Nous avons mis en place des campagnes pour éviter que l'alcool soit vendu aux gamins de moins de 18 ans. Ça n'a jamais été suivi d'effet. Il y a un certain nombre de mesures toutes simples, et ce n'est pas tuer la viticulture ou je ne sais quoi. Non, mais ça, on est bien d'accord. Non, je parle de mais ça. Vous savez très bien que... Mais on parle d'un acquis culturel. Dès qu'on s'attaque à l'alcool en France, on dit vous n'allez pas... Mais c'est pas antinomique. Non, c'est pas antinomique. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le problème. Justement. C'est pas le problème. Le problème, c'est que l'alcool, tout le monde peut en acheter. Ben oui. Voilà. Il faut surtout pas le prohiber. C'est pas interdit. Il ne faut surtout pas le prohiber. Il ne s'agit pas de l'interdire. C'est pas suffisamment. Je pense qu'il faut faire attention aux termes. C'est-à-dire que la question, c'est pas interdit, c'est encadré. Et donc, par exemple, je reprends l'exemple. Voilà, exactement. Je reprends. Même les gamins. Oui, mais le tabac, justement, la politique de la France sur le tabac avec la loi E20 qui encadre beaucoup plus la consommation de tabac que d'alcool, la consommation de tabac chez les jeunes a bien reculé. Sur le cannabis, pour comparer avec le Canada, au Canada, ils ont légalisé le cannabis, mais ils l'ont encadré très strictement. La publicité sur le cannabis est interdite. En France, on a un marketing alcool qui est très fort, qui cherche à toucher les jeunes. Il y a des travaux, par exemple, de Karine Galopel-Morvan là-dessus, qui sont très intéressants. Et donc, en fait, les jeunes sont exposés en permanence à des signaux pour consommer de l'alcool. Juste préciser qu'au Canada, évidemment, la vente de cannabis aux mineurs est absolument non seulement interdite, mais en plus les sanctions sont très fortes. Hyper criminalisées. Ça va à plusieurs millions d'euros d'amende, plus une dizaine d'années de prison, je crois. C'est ça, donc ce n'est pas du laxisme. Il est 11h47, on va prendre Christian quand même, parce qu'il est là, il attend depuis un petit moment et je veux lui donner la parole. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Christian est avec nous à Toulouse. Bonjour Christian. Bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour. Alors, quelle solution selon vous, Christian ? Bon, alors juste une chose. D'abord, je suis très content de vous entendre parce que vous êtes vraiment un plus pour Sud Radio. Merci Monsieur Bourdin. Merci Christian, merci, ça me fait plaisir. Allez, allez-y Christian. Bon, alors moi, mon point, il est le suivant. Enfin, j'ai deux points. Oui. En fait, le premier point... à partir de ce qu'on est en train on est en train d'assassiner Monsieur comment il s'appelle Pierre Palmade sur tous les réseaux sociaux. Bon, je veux bien qu'on en dise du mal, mais pour moi le gros problème, c'est deux problèmes. Le premier problème, c'est le fait que on ne punit pas assez, et je vais être en désaccord certainement avec certains des gens qui sont autour de vous, on ne punit pas assez les gens qui consomment autour de nous, dans notre société, que ce soit autour des écoles, dans les professeurs, mais pas que dans le milieu artistique, dans l'entreprise, partout. Plein de gens consomment de la drogue. On parle de 8 millions pour la coque à la radio, je ne sais pas si c'est pas exagéré. Et dans 8 millions, vous allez un peu fort là, hein. Bon, enfin, j'ai entendu ça ce matin. Oui, je ne sais pas qui a donné ça, ce chiffre qui est faux.
Enfin bon, mais on va dire des centaines de mille. Oui. Et aujourd'hui, on tombe sur ce pauvre Pierre Palmade sans dire... Bien, Christian, vous dites, il faut punir plus et il faut une vraie campagne de sensibilisation auprès des jeunes. Alors, exactement. C'était mon deuxième point, c'était une campagne de sensibilisation auprès des jeunes, à l'école, au collège, au lycée, etc. Voilà. Mais pas une campagne qui dure simplement une semaine. Qu'elle soit répétitive. Mais oui, je comprends. Alors, punir plus, Michel Fauvergue. Alors, punir plus le consommateur. Hein, Christian a dit le consommateur. Il faut savoir que les policiers et les gendarmes ont fait des tas de procédures. Et moi, ma culture personnelle, j'en ai fait des procédures. Et à un certain moment, quand vous faisiez une procédure avec un consommateur et un dealer, le dealer était lâché, tandis que le consommateur était gardé pour injonction thérapeutique. Donc, on marchait sur la tête. Ça a changé, ça. En 2008, j'étais député à l'époque et je l'ai voté. On a voté l'amende pénale forfaitaire sur les consommateurs de stupes. Au départ, l'amende était de 300 €. On l'a baissé à 200 €. Moi, j'étais plutôt pour l'augmenter vers 1200 €, mais bon, j'ai pas été écouté dans ce domaine-là. Donc, ils sont punis par l'amende pénale fixe, les consommateurs aujourd'hui. Et c'est une solution qui est encore... Est-ce que des amendes sont dressées? Oui, elles sont dressées. Par contre, est-ce qu'elles sont recouvrées? Est-ce qu'elles sont recouvrées? Moins de 10%. Moins de 10%, bah oui. Non, elles sont à 30%. Mais ça veut dire 70% qu'ils ne le sont pas. Donc l'efficacité est moyenne. Pardon. C'est une efficacité moyenne, mais il faut augmenter en efficacité. Ça ne veut pas dire que l'outil est pas bon. Mais les policiers ont beaucoup de choses à faire. Jean-Jacques, on peut pas faire une émission entière sur l'addiction sans parler des solutions. Parmi vos auditeurs, vous parlez des addicts comme si c'était une sorte de race à part de l'humanité. Parmi vos auditeurs, il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont un problème avec la drogue et l'alcool. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, passer un peu de temps à leur dire qu'il y a des solutions. Il vous reste 2 minutes. Il y a des solutions aujourd'hui. Alors, quelles solutions? Donc, on peut aller voir les éminents médecins. Évidemment, les addictologues. Les addictologues, mais évidemment, on peut il faut aussi, aller voir. La plupart d'entre nous qui avons, qui nous guérissons petit à petit de l'addiction, nous avons trouvé d'autres gens qui, comme nous, étaient passés par la toxicomanie, ou l'alcool, l'alcoolisme, et qui s'en sont remis en se réunissant à intervalles réguliers. Il y a ce qu'on appelle des groupes d'entraide. La pérédance. Il y a une partie fondamentale de la maladie de l'addict ou de l'alcoolique, c'est la honte et le déni. Ils ont honte de l'admettre. Et donc, ils prétendent qu'ils contrôlent. Ah, moi, je contrôle, je prends X verres par jour, ou moi, c'est juste un petit rail par-ci, par-là. Et le jour où ils s'aperçoivent qu'ils sont dans l'addiction, ils n'osent plus en parler, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls, ils sont uniques. On parle de la maladie d'être unique. Moi, je veux dire à tous ces gens qui nous écoutent, vous n'êtes pas tout seuls. On est des centaines de milliers, voire des millions, bien sûr, des millions dans le monde qui avons guéri de l'addiction. C'est possible pour vous. Allez sur Google, il y a des groupes d'entraide, alcool, mais il y a aussi les fameux centres de soins d'accompagnement de prévention en addictologie, 4800 personnes qui travaillent dans ces centres de soins. Ça fonctionne aussi. France, ça fonctionne aussi. C'est des solutions qui sont complémentaires, mais ce qui est très important par rapport à ce que dit monsieur, c'est sortir de la honte, sortir de la stigmatisation. Bien sûr. Et c'est pour ça que punir plus, ça empêche de parler. Et c'est vraiment important de punir moins les consommateurs, se centrer sur les trafics pour que les personnes puissent parler. On n'arrive pas à punir. Mais il faut que les gens puissent parler. Disons la réalité. Jean-Jacques, il faut que les gens puissent parler. Il faut que les gens arrêtent de penser. Moi, quand j'étais à un moment, je me suis aperçu, merde, je suis complètement accro. Mais là, j'avais tellement honte de ça. Je pensais que j'étais tout seul. Je pensais que j'étais le seul à avoir ce problème. Et donc, le jour où j'ai compris qu'en fait, je pouvais tous les jours me retrouver avec d'autres gens qui souffraient d'addiction et en parler, ça m'a complètement libéré. Sur les patients que vous voyez, quel est le pourcentage de celles et ceux qui sortent? Ceux qui passent chez nous? Oui. Pour ce qui est de la cocaïne, on a au moins une moitié qui sont abstinents au-delà de 1 an.
Au-delà d'un an. Oui. Et ensuite, vous savez que le process des personnes qui ont une dépendance, une addiction, quand on vient chez moi, c'est qu'on a passé évidemment toutes les épreuves et que finalement ça n'a pas marché. Parce qu'avant de devenir addict et d'arriver dans un niveau 3 comme chez moi, il y a de la prévention, il y a de l'aide. Et donc, lorsque ça... Oui, aide, les groupes de parole. La prise en charge ambulatoire, et ensuite, quand ça... Il y a aussi les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques. Hein. Il y a les CARUT, ça. Donc voilà. ça, ce sont des structures. Oui. Ensuite, à ce moment-là, donc c'est un travail, c'est la rencontre entre une personne dans son une équipe. Bien sûr. Et on l'accompagne avec des rechutes, des faux pas. C'est que pour arrêter, s'il n'y a pas de rechute, c'est qu'il n'y a pas d'addiction. Il y a beaucoup d'éléments de cette nature. Donc il faut de la patience, de l'investissement et un retour sur investissement. C'est pas simple. On met du temps pour devenir addict, on met du temps pour s'en sortir, et ensuite on est dans un chemin à deux constant. Constant, oui. Après, oui. On doit être constamment accompagné après. Complètement accompagné. Et puis, oui, mais on n'est pas obligé d'être accompagné toute sa vie dans une structure hospitalière. On peut vraiment, aujourd'hui, moi je vous dis un truc incroyable. Pour changer les comportements humains de manière sensible et dans la durée, il n'y a que deux choses qui font ça. Deux. Un, la douleur. Donc pour se guérir de l'addiction, il faut toucher le fond de la piscine. Et la deuxième chose, c'est la connexion. Il faut retrouver d'autres gens, il faut retrouver... Et ça peut être... les études le montrent. Le contact, par exemple, avec les animaux à la campagne, ça marche vachement bien avec les addicts. Il y a plein de manières. Mais pour guérir de l'addiction, il faut comprendre un truc. C'est fondamentalement une affaire de connexion, mais de vraie connexion, de connexion en profondeur. Bien, il est 11h58, merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 11h58, ensuite, après les informations de midi, je vais recevoir Yvan Ricordeau, qui est le numéro 2 de la CFDT, évidemment. On parlait de la réforme des retraites. Les syndicats qui commencent à en avoir assez du spectacle donné à l'Assemblée nationale, et ils commencent à le dire d'ailleurs, c'est très intéressant. Et ils ont raison... Jean-Michel Fauvert, qui avait été député. C'est même plus une cour d'école, c'est un ring de boxe. C'est lamentable, lamentable. Bon, eh bien le numéro 2 de la CFDT va nous en parler, va nous parler aussi de cette journée du 7 mars. Pour l'instant, la CFDT n'est pas sur la volonté de reconduire les grèves. Nous verrons si la position de CFDT a évolué ou pas. Avec lui dans quelques minutes. 11h59 maintenant. Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Il est 12h08. Retour sur la réforme des retraites. Nous allons quitter l'Assemblée nationale pour maintenant parler avec les syndicats et notamment avec Yvan Ricordeau, qui est secrétaire national de la CFDT, numéro 2 de la CFDT, qui va venir ici et répondre à mes questions sur la journée du 7 mars. Vous savez que les syndicats unis attendent une très forte mobilisation. Il y aura des grèves, il y aura des manifestations. Grève reconductible ou pas, la CFDT pour l'instant ne veut pas de grève reconductible. Nous allons voir si la position de la CFDT a changé. Et puis, je m'intéresserai aussi au regard d'Yvan Ricordeau sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale où ça n'avance plus. C'est encore bloqué. Il y a encore beaucoup d'amendements à examiner. La France Insoumise, sur ordre de Jean-Luc Mélenchon, ne veut plus retirer ces amendements. J'ai lu ce qu'avait déclaré le président de la CFTC. C'est lamentable ce qui se passe au Parlement. Nous allons en parler dans un instant avec Yvan Ricordeau. Il est 12h09. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h11. Je suis content de recevoir Yvan Ricordeau, qui est secrétaire national de la CFDT, numéro 2 de la CFDT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Regardons ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Faisons le point. Je regarde les derniers chiffres. J'ai besoin de mon téléphone parce que ça change sans arrêt à propos des fameux amendements et de l'article 7 qui doit être voté ou pas, d'ailleurs, qui le sera ou pas, avant ce soir minuit. Donc il va falloir accélérer à l'Assemblée parce qu'on en est où? Il reste aujourd'hui un amendement Modem, 2 amendements Horizon, 3 amendements Lyotte, ça c'est le groupe indépendant, 71 amendements LR, 11 RN, 3 Renaissance, 5 écologistes et 1854
amendement de la LFI, la France Insoumise. Sur ordre de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise n'a pas retiré ces amendements. Vous le regrettez. Est-ce que vous voulez un vote avant ce soir minuit, vous? Oui, la CFDT a toujours été claire. Il y a une séquence à l'Assemblée nationale qui dure maintenant depuis 10 jours. C'est le dernier jour aujourd'hui. L'enjeu pour la CFDT, c'était de faire en sorte que l'ensemble des dispositions du projet de réforme des retraites soient examinées dans le lieu par essence de la démocratie de notre pays, pour faire en sorte que l'ensemble des forces politiques s'expriment sur chaque disposition, et notamment bien sûr, sur le report de l'âge légal à 64 ans, le fameux article 7. Et donc, la CFDT souhaitait qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale sur l'article 7 pour que chaque député puisse se prononcer pour ou contre, mais qu'il y ait de la visibilité à l'expression politique dans notre pays. Ça vous aurait aidé dans la mobilisation? C'est même pas ça l'enjeu. La question, c'est pas comment on peut s'appuyer sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour construire la mobilisation. Vous savez, le mouvement de mobilisation, il est très ancré dans le territoire. Il a un moteur sur l'injustice sociale qui fonctionne de façon très forte, sur lesquels il faudrait des réponses d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas besoin d'instrumentaliser ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour appeler les salariés à se mobiliser. Par contre, c'est plutôt l'inverse qu'on attendait. C'est de faire en sorte que l'expression des mobilisations trouve des réponses au sein de l'Assemblée nationale. Et là-dessus, il y a deux écueils majeurs. Le premier, c'est qu'on ne peut pas dire que le niveau de débat à l'Assemblée nationale était au niveau de la responsabilité des organisations syndicales. Vous savez ce que dit, vous allez me dire ce que vous en pensez, le président de la CFTC, il dit c'est lamentable ce qui se passe au Parlement. Vous êtes d'accord avec lui? En tout cas, c'est pas au niveau souhaité. On a aujourd'hui des cortèges, des manifestations qui sont responsables, qui sont dignes et qui disent un profond désaccord sur le fond. Et donc, on aurait souhaité avoir un niveau de débat politique responsable, digne et qui soit sur le fond à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que ça a été plus souvent le cas des invectives, de l'instrumentalisation sur le jeu d'amendements plutôt que de venir sur un débat sur le fond. Yvan Ricordeau, si... regardons, si le texte n'est pas voté avant ce soir minuit, il va partir au Sénat. Le Sénat, lui, va entériner probablement la prolongation de l'âge légal à 64 ans. Bon. Ensuite, le texte va revenir à l'Assemblée nationale. Imaginons qu'à l'Assemblée nationale, le texte ne soit pas voté une nouvelle fois, parce qu'une nouvelle fois, des amendements vont être déposés, il y a un temps imparti, le texte n'est pas voté. Le texte passera et sera appliqué par ordonnance. Par ordonnance. Ce serait déplorable. C'est plus que déplorable. Il y a deux éléments, je pense, de projection. On n'est que sur des projections, donc il faut être très... sur des projections. Il faut faire attention. Bon. Mais il y a deux éléments. Le premier, c'est que c'est pour la CFDT inenvisageable. On ne peut pas avoir une réforme aussi importante et aussi sensible que la réforme des retraites qui s'applique sans vote à l'Assemblée nationale, au Parlement, et qui soit appliqué que par ordonnance. Donc, premier élément, c'est pour nous inenvisageable. Et le deuxième élément, c'est... Je ne sais même pas ce que dirait le Conseil constitutionnel sur une question comme celle-là. Jamais une réforme de cette ampleur-là s'est appliquée de cette façon-là. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de faire progresser le débat démocratique, y compris au sein du Parlement, pour, in fine, faire la démonstration qu'il n'y a pas de majorité, parce que ça, c'est pas établi aujourd'hui, sur cette réforme-là. Voilà, il n'y a pas de majorité établie, c'est vrai, aujourd'hui. Alors, Yvan Ricordeau, vous demandez un vote, donc, à l'Assemblée nationale, au Parlement, vous demandez un vote absolument, et puis, vous continuez à être mobilisé, vous demandez toujours le retrait, on est bien d'accord, le retrait de ce projet de loi. Vous allez vous mobiliser le 7, les syndicats sont unis, le 7 mars, vous allez vous mobiliser, ce jour-là, vous appelez, comme les autres, à la grève et à la manifestation. Oui, tout à fait. On le fait en toute responsabilité, en toute conscience, une nouvelle fois, pour une raison, c'est il y a une opposition majeure dans notre pays à la réforme de la retraite pour reporter l'âge à 64 ans. Et depuis le début de la séquence, on n'a aucune réponse de quelque nature que ce soit du gouvernement. Et donc, du coup, on a fait des mobilisations historiques, jamais connues dans notre pays depuis plus de 30 ans. Et donc, on est quand même dans un mouvement social qui est d'une ampleur inégalée depuis des décennies, et on n'a aucune réponse de la part du gouvernement. Donc, ce qu'on va faire le 7, c'est on va monter d'un cran. Et donc, on va monter d'un cran en disant, puisqu'on a fait les mobilisations historiques, vous nous avez pas répondu, on monte d'un cran, répondez-nous. Et donc, monter d'un cran, c'est bloquer. C'est pas bloquer le pays, c'est bloquer la réforme et faire face au blocage du gouvernement sur lequel on n'a pas de réponse aujourd'hui. C'est-à-dire bloquer la réforme. Et donc, comment faites-vous pour bloquer la réforme sans bloquer le pays? Ce qu'on va faire, c'est que le 7 mars, il y aura une journée de mobilisation
qu'on espère comme on n'a jamais connu encore depuis très longtemps. La référence historique, je ne sais pas où il faut la chercher maintenant, mais ça veut dire qu'il y aura des manifestations partout en France, sans doute dans encore plus de villes que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, dans des villes encore plus petites, il y en aura plus, avec plus de manifestants. Ça, c'est la première démonstration de force qu'il faut qu'on fasse. Et autour de ça, il y aura d'autres initiatives qu'on espère construire en intersyndical pour faire en sorte qu'il y ait de la visibilité en termes d'opposition. Alors oui, sans doute qu'il y aura en plus des manifestations, des grèves, bien sûr. Vous appelez à la grève? Oui, bien sûr qu'on appelle à la grève. De toute façon, vous savez, pour participer à une manifestation à 10h le matin ou à 14h l'après-midi, je ne vois pas bien comment, au niveau d'un syndicaliste, on peut faire autrement que faire un débrayage ou une journée de grève. Donc du coup, oui, bien sûr qu'il y aura des appels à la grève. Mais ce qu'on fera, c'est des opérations de visibilité aussi sur des centres commerciaux, sur des périphériques, devant des zones industrielles, avec peut-être des éléments, par exemple, dans le secteur de la construction, des grues qui s'arrêtent, pour qu'on montre que les travailleurs arrêtent le 7 mars pour s'opposer à la réforme des retraites. Yvan Ricordeau, pourquoi est-ce que vous n'appelez pas à la reconduction des grèves? Pourquoi est-ce que grève, reconductible, ces deux mots ne sont pas inclus dans le communiqué commun de tous les syndicats? C'est pas dans le communiqué commun. Donc l'intersyndical appelle à faire grève et à manifester le 7 mars. Donc mais vous n'appelez pas à des grèves reconductibles. Et on n'appelle pas à la grève reconductible. Pourquoi? Parce que au niveau de notre pays, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a peut-être 2 ou 3 secteurs qui ont une culture d'organisation, une culture de manifestation qui peut s'imprégner de ce mot d'ordre-là. Mais dans l'ensemble des secteurs professionnels, c'est pas ce que nous disent les salariés, c'est pas ce que nous disent les militants CFDT. Ils nous disent qu'il faut absolument peser, manifester, s'opposer à ce projet de réforme, mais qu'il y a des questions de pouvoir d'achat, il y a des questions de capacité d'action qui sont posées, et que du coup, ce qui convient, c'est de faire des débrayages, de faire des journées de grève et d'être le plus nombreux possible, et que c'est pas possible de faire autrement. Quoi qu'il arrive à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous n'appellerez pas à la grève reconductible? C'est pas le mot d'ordre qui correspond à la capacité de mobilisation des salariés aujourd'hui. Oui. Mais je pense que c'est une façon de détourner le mouvement qui est en train de se passer actuellement. Actuellement, on a le mouvement le plus ancré. Détourner. Aujourd'hui, on a le mouvement le plus ancré. Oui. Dans les territoires. Oui. Il y a les responsables des organisations syndicales étaient à Albi, qui a connu une démonstration de force hier comme elle n'a jamais connu depuis très longtemps, peut-être qu'elle n'a jamais connu tout court. Et donc du coup, c'est très ancré dans les territoires, c'est très ancré dans toutes les professions. Vous n'avez pas un mouvement en 2023 qui est une grève par procuration. Vous n'avez pas en 2023 1 ou 2 ou 3 secteurs professionnels qui donnent l'image de ce mouvement-là. Le mouvement de 2023, c'est l'ensemble des travailleurs qui refusent la réforme des retraites. Et c'est ça qu'il faut conserver. Et donc du coup, l'élément qui est central, c'est on a aujourd'hui la mobilisation la plus forte qu'on ait connue depuis les années 80. Vous vous rendez compte? Et donc du coup, quelle démonstration on doit faire de plus pour que le gouvernement nous dise OK? Oui, il y a un problème. Quelle démonstration de plus? C'est justement, on va faire le 7 mars, on va faire plus, mais la question, elle est à renvoyer au gouvernement. Et après? La question, elle est à renvoyer au gouvernement. Est-ce que le gouvernement... qu'est-ce qu'il faut si pour le que gouvernement ne bouge pas, même si votre démonstration est exceptionnelle le 7 mars? Vous savez, en toute franchise, je pense qu'aucun gouvernement n'est en capacité de ne pas répondre à un mouvement encore plus fort que ce qu'on a fait le 31 janvier. C'est pas possible. Et donc, si le 7 mars est au-delà de ce qu'on a fait en termes de mobilisation, ça serait une surdité démocratique qui n'aurait pas qui serait hallucinante de ne pas répondre à un mouvement de cette ampleur-là. Donc du coup, il y a l'enjeu pour les organisations syndicales de se dire comment on fait plus fort le 7, et il y a l'enjeu démocratique. Si le gouvernement vous dit maintenant, et tout on suspend notre réforme et on se met autour de la table, qu'est-ce que vous dites? La CFDT sera autour de la table de façon très claire. La CFDT, elle dit 2 choses. Elle dit, il y a un paramètre qui est intouchable dans une réforme des retraites, c'est les 64 ans, parce que c'est injuste, ça frappe les salariés les plus modestes. Donc on s'oppose aux 64 ans. La CFDT n'a jamais dit et ne dira jamais on n'est pas d'accord pour discuter d'une réforme des retraites. Donc oui, il faut discuter de la réforme des retraites. D'ailleurs, on dira au gouvernement, si vous réouvrez la discussion, rouvrez-la donc sur la façon dont vous nous l'avez présentée en 2020. C'est-à-dire une vraie ambition sociale et une vraie... Vous demandez à ce qu'on reprenne
à ce qu'on reprenne la réforme précédente voulue par Emmanuel Macron qu'il a abandonnée? D'une certaine façon, oui. Alors, pas forcément exactement dans le même contour qu'on avait fixé en 2020. Mais donc, sur les fondamentaux, bien sûr, oui. Une réforme systémique. Oui, bien sûr. C'est la question d'avenir. C'est ce que la CFDT demande. C'est ce que la CFDT a toujours demandé. Toujours demandé, Et c'est la voie d'avenir de l'évolution de notre système de retraite. Si on veut corriger les inégalités dans notre système de retraite, il faut construire un système qui soit fondamentalement réformé pour faire en sorte que l'ensemble des salariés aient les mêmes droits et que ces droits-là, on puisse corriger les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les différentes carrières professionnelles. Vous offrez au gouvernement une porte de sortie en lui disant suspendez votre réforme actuelle, qui est une réforme paramétrique avec ce report de l'âge légal à 64 ans, et reprenez la réforme précédente que vous vouliez faire appliquer, que vous vouliez faire voter. Effectivement, c'était juste avant le Covid. Reprenez cette réforme-là et là, nous participons aux travaux pour effectivement construire cette réforme des retraites. C'est la revendication de la CFDT. Parce que pour la CFDT, il faut regarder l'évolution des régimes de retraite sans aucune dramatisation, parce qu'il n'y a pas une catastrophe financière qui est devant nous, contrairement aux autres épisodes de réforme en 2014, 2010, 2003, où là, il y avait un mur financier dans le système de retraite. C'est pas le cas en 2023. Raison de plus, justement, pour poser les bonnes questions et les aborder avec une vraie vision d'avenir. D'ailleurs, tout le monde le dit maintenant, y compris même des parlementaires de la majorité présidentielle, disent ce qu'il faut aborder, c'est la question du travail. Eh ben oui, si on veut aborder la question du travail, il ne faut pas aborder ça dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, il faut présenter ça dans le cadre d'une réforme ambitieuse. Travail, la question du travail, de la pénibilité au travail, des carrières longues, du travail des femmes, on est bien d'accord, mais aussi, autre question qui, me semble-t-il, n'est pas abordée lors des débats, c'est le niveau de pension de retraite. Oui, tout à fait, oui. Le niveau de pension. Là, que dit la CFDT? Le meilleur moyen d'assurer le niveau de pension, c'est de faire en sorte que, justement, on prenne en compte tous les éléments des carrières professionnelles, qu'on arrive à corriger les inégalités. En corrigeant les inégalités, on remonte le niveau des basses pensions, plus fortement que ce qu'on fait aujourd'hui dans cette réforme-là. Et en assurant un régime unique de retraite à terme, on arrivera à piloter très finement la façon dont il faut financer, faire entrer des ressources et gérer les dépenses. C'est comme ça qu'on assure le niveau des pensions à terme. Régime unique, c'est un régime par points. Oui. On est d'accord. C'est une des possibilités par points. Une des possibilités, c'est un régime unique pour tous les salariés. Oui, tout à fait. C'était la base de la réforme de 2020. Oui. Et depuis 2003, les régimes de retraite ont une évolution continue sur le fait qu'on essaye d'organiser de façon très convergente les droits. On est rendu à un taquet où on ne peut plus aller au-delà. Oui. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur des dispositifs d'égalité femmes-hommes, le minimum contributif, les minimums de pension, c'est à chaque fois le gouvernement, d'ailleurs, se prend les pieds dans le tapis en faisant ça, parce qu'il essaye de mettre des rustines dans un système qui n'accepte plus des rustines. Parce que ça devient tellement absurde et compliqué. Donc il faut le remettre à l'endroit. Il faut remettre le système à plat, quoi. Tout à fait. C'est un système par répartition, mais calculé autrement. Oui, tout à fait. Mais ça reste un système par répartition qui assure et qui donne une vision, une garantie, y compris pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, qui leur donne la garantie de dire, en construisant un système de façon aussi projetée, vous aurez la garantie d'avoir une pension. Quelle garantie? Je commence à travailler à 18 ans, par exemple. Je fixe une durée de cotisation. On est bien d'accord, c'est ça? Une durée, je sais pas, moi, 42 ans, 43 ans de cotisation, et à la fin je touche ma retraite. Une retraite, en quoi c'est plus positif? Je dis ça pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien. En quoi c'est mieux pour le salarié? En quoi c'est mieux pour lui? Pour deux raisons. Qui sont les deux raisons fondamentales d'opposition de la CFDT à cette réforme-là. C'est, si vous faites ça, vous donnez une équité, une égalité des salariés dans la construction de leurs droits à la retraite, en disant, vous commencez votre carrière professionnelle, vous avez une contribution par une durée de cotisation pour faire en sorte que vous construisez vos droits à la retraite, donc il y a une égalité. Quand vous décalez à 64 ans, vous rompez cette égalité-là, parce que vous demandez à ceux qui ont commencé les plus jeunes d'aller plus loin. Et puis le deuxième élément, c'est que quand vous construisez un système comme ça, vous construisez un système où on ne met pas un totem d'âge de la retraite, vous mettez des bornes et après vous donnez des libertés de choix aux salariés, en disant à partir de tel moment, vous avez le droit, tenu au courant vous tout pouvez au long de partir sa ou pas. vie. Et le salarié sait tout au long de sa vie où il en est
sur sa future retraite. Tout à fait. Un enjeu de lisibilité sur l'avenir de la retraite. Tout à fait. Ce qui est essentiel. Merci d'être venu nous voir, Yvan Ricordeau. Merci. Il est 12h20. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous offrez... Oui, une porte de sortie au gouvernement. Hein, si, il la connaît depuis longtemps. Je l'ai compris, mais je sais qu'il la connaît depuis longtemps. Mais enfin, vous la répétez publiquement. Donc ça peut, on ne sait jamais, faire évoluer les choses. Il est 12h27. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner tous les matins. André Berkoff. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.